les gens se demandent comment Jean-Pierre donne des témoignages, mais lui n'a jamais témoigné. Je vais vous brosser un peu mon témoignage. Ça fait 44, je n'ai jamais eu le courage de le dire. La fois passée, quand le collectif nous a demandé de donner témoignage, ça m'a pris 3 mois pour les mettre sur le papier. J'étais en 3e année primaire à l'époque. Les gens qui viennent de ma province, il y a à peu près quelques gens à Montréal qui connaissaient ma famille. Ma famille en 1960-70, c'était une famille aisée. Imaginez-vous en 72, une famille qui avait des camions, Volvo et Ford. On n'était pas vraiment millionnaires, mais on était une famille aisée à l'époque. Donc mon témoignage, c'est pour vous démontrer que n'ayez jamais le courage de dire qu'il y a eu génocide. Parce que c'est la définition classique. Il faut qu'il y ait un plan. Il faut un plan visé pour exterminer un groupe ethnique ou un groupe religieux ou n'importe quel groupe. Mon témoignage démontre clairement qu'il y a eu un plan. Comme vous avez toujours entendu qu'il y a eu des listes préétablies, peut-être une année, 2 ans, 3 ans avant, parce que l'officier ministre encore militaire d'Arose Martin, en 1969, il avait écrit au bureau, au génocidaire Michombero, il pensait que c'était son président, qu'il y a un plan qu'il a baptisé le plan Simbananié d'exterminer tous les Hutus. Donc c'était en 1969. À cette époque, toutes les familles aisées et tous les fonctionnaires, ils étaient visités par les gens qui prétendaient être amis de Tutsis. C'était uniquement pour les visiter, les connaître, inventorier les biens qui vont s'accaparer juste après d'avoir tué nos parents. Donc il y avait un commandant qui s'appelait commandant voilà, il y a Bosco qui connaît ma famille, il vient de chez moi, il vient de ma commune, de ma zone. Lui, il connaissait ma famille. Si je mens, il est là dire que je mens. Je n'ai marié. Jean Bosco, tu me suis, si je mens, tu dis non, tu mens. Donc, je n'ai rien, je dis ce qui s'est passé chez nous. Il y avait ce monsieur, son fils, il est au Canada. Son monsieur, il a fait tout pour infiltrer ma famille. Il est devenu ami de la famille. Il était devenu le fils de la famille. Il appelait mon père son père. Il appelait ma mère sa mère. Il appelait mes grands frères ses grands frères. Une année, 2 ans, il connaissait tout. Il connaissait la richesse de mon papa. Et puis le jour J, quand le génocide a commencé, il nous a visités. Après avoir perdu mon grand frère qui était au collège de Kivoga, là où aucun Hutu qui a eu la chance d'échapper. Et ma maman, il était maligne ou intelligente. Il avait décidé de faire évacuer tous les enfants de l'autre côté du Congo, comme on était à quelques kilomètres du Congo. Mais mon papa a dit non, toi tu restes avec moi. J'étais cadet. Quelques autos étaient écrit mon nom que vous ne connaissez pas, que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Jean Bosco, il est là. Les camions étaient écrits mon nom de la famille, c'était Ngenda Koumana Jean-Pierre. Il est là, si je mens, il va dire que je mens. Je n'ai marié. Donc le jour J, j'étais avec mon papa lisait la Bible. On était à l'extérieur, il est venu après quelques mois d'absence, mais occupé parce qu'il était allé massacrer les Hutus à Bujumbura partout. Le monsieur il est venu, il marchait pistolet, mais en passant, quand moi j'étais jeune, avant les événements, je touchais son revolver. Naïf que j'étais, je croyais que j'avais un grand frère militaire qui m'allait protéger un jour. Je jouais, je touchais son revolver. On mangeait avec lui, il m'amenait dans son jeep, on faisait un tour. J'étais naïf, j'étais enfant. Je croyais que je viens d'avoir un grand frère qui va nous protéger. Quand il est venu chez nous ce soir, il a salué mon papa. Bonjour papa, bonsoir papa. Il dit oui maman, on dit non, maman n'est pas là. Je vais démonter ailleurs parce qu'on n'avait pas plusieurs parcelles.
Finalement, il a dit, ça fait longtemps, je n'ai jamais mangé quelque chose ou prendre quelque chose chez vous. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Mon papa, il ne prenait pas la bière et il n'achetait même pas la bière. Mon papa, il a dit, non, il n'y a pas la bière, il n'y a rien, mais je vais te donner de l'argent, tu vas acheter toi-même. Le militaire, bien armé, il dit, je suis de l'autre côté, je suis assis là-bas, je prends la bière, amène-moi de l'argent. Mon papa, il a pris son argent, son porte-monnaie, il l'a mis dans sa poche. Immédiatement, mon oncle est venu en vélo. Mon papa, il a dit, parce qu'il fallait traverser le marché, les gens qui connaissent le Burundi ont construit souvent autour du marché. Nous, on était de l'autre côté, mon papa a pris le vélo, il a traversé le marché. C'était vers 5 heures où le soleil se couche. Un bon soleil, le soir, quand le soleil se couche, les gens qui connaissent le Burundi, ils savent comment c'est beau vraiment de voir quand le soleil se couche. Mon papa, il a traversé pour remettre de l'argent à ce criminel. Il n'est plus revenu. Je suis resté là avec mon oncle. À un moment donné, il faisait nuit vers 6h30. Les gens qui connaissaient le Burundi. Il y a un domestique qui servait ses bourreaux. Il a fini son quart d'heure. Finalement, il est venu nous passer, nous signaler. Il a parlé à mon oncle et que ton frère, il est dans l'Égypte militaire là-bas, ligoté. Les militaires étaient en train de manger, de boire, de parler. Mon père, il croupissait, ligoté dans un Égypte militaire pour attendre l'heure de les tuer. Mon oncle m'a parlé, on va monter voir ma maman. J'ai dit, mais on va attendre papa. Il dit, non, papa, il est déjà parti, on va les suivre là-bas. Nous sommes partis, c'était pas loin. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était loin, mais hier, quand je suis reparti là-bas, j'ai vu que c'était à un demi-kilomètre. Il a pris ma maman à côté, il a parlé un peu, maman s'est effondrée, il a commencé à crier. C'était fini, maman a pris la décision, nous sommes plus rentrés au magasin où papa habitait avec maman. Et nous nous sommes retrouvés de l'autre côté. Donc voilà en bref, ce que je voulais, mon témoignage. Comprenez-vous que ces gens, ils ont eu un plan. Tout ce qu'ils faisaient, il est planifié. Il n'y a eu pas de hasard. Ce n'est pas comme le montage du Rwanda, mais il y a eu un plan. Il y a eu un plan bien élaboré. Ils ont pris le temps. Ils ont eu des conseillers. C'est pas moi, je ne sais pas c'est qui, on va les savoir bientôt. Donc, n'ayez pas peur de dire que les Tutsis, Hima, de l'époque, ils ont commis un génocide selon la définition classique des Nations Unies. Vous voyez combien de fois quelqu'un qui appelle maman, papa, et il revient demain, il devient ton bourreau. C'est cruel. Je pense que les fils et les filles, et les demi-fils et les demi-fils, qu'ils changent. Les choses ont changé. C'est fini, le mur de Berlin est tombé hier quand le génocide a été annoncé à Bujumbura. Qu'ils sachent qu'on ne veut pas s'arrêter, on ne s'arrêtera jamais. On va commencer à crier justice et la reconnaissance de ce génocide. Nous ne voulons pas la vengeance, nous ne voulons pas se venger, mais nous voulons la justice. Donc nous allons crier tous encore justice, justice. Justice, justice. Donc pour finir, c'est ça, c'est ce que je disais, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut témoigner à la colline parlementaire, parce que ne vous en faites pas, la colline parlementaire nous a entendus là. Si les gens ne veulent pas nous écouter, mais au moins les défis nous ont entendus. Je vous remercie.